Le déficit de sommeil déclenche une défaillance métabolique systémique. Les objets connectés grand public provoquent une épidémie d'orthosomnie et l'effet nocebo-algorithmique détruit activement vos performances cognitives. Bienvenue dans cette édition spéciale du Djamga Mind Rundown. Je suis votre hôte Étienne. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique du piège des données des technologies du sommeil. Le sommeil est un processus neurologique hautement actif et métaboliquement réparateur. Lorsque le système nerveux humain est soumis à une restriction chronique de sommeil, il subit une crise systémique comparable à une attaque par déni de service, DOS, continue sur une infrastructure d'entreprise. Cette dette de sommeil provoque une défaillance endocrinienne immédiate, une chute vertigineuse de la leptine et une poussée de gréline, qui trompe le cerveau en lui faisant percevoir un grave déficit énergétique, entraînant une prise de poids incontrôlable. Pour combattre cela, les cadres se sont tournés vers les capteurs de sommeil grand public comme Oura et Whoop. Mais cela a donné naissance à un nouveau phénomène psychiatrique appelé orthosomnie, une préoccupation obsessionnelle pour l'atteinte de mesures de sommeil numériques parfaites. Se réveiller avec un mauvais score déclenche l'effet nocebo-algorithmique, initiant une réponse au stress qui fait grimper le cortisol et réduit immédiatement la variabilité de la fréquence cardiaque. Le capteur lui-même devient la source de l'hyperéveil du système nerveux. Avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Djamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. Démêlons ensemble la science. D'habitude, quand on parle d'une attaque informatique, on imagine tout de suite des serveurs d'entreprise complètement surchargés. Ouais, des lignes de code malveillants ou un système global qui s'effondre sous le poids d'un déni de service, en fait. C'est ça, c'est visible, c'est super mesurable. L'écran clignote en rouge et on sait exactement d'où vient la panne. Le réseau s'arrête, les protocoles d'urgence s'activent et une équipe intervient pour isoler le serveur défaillant. On traite le problème de manière très logique. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, pour cette exploration, on va appliquer cette même logique de cyberattaque à une infrastructure beaucoup plus complexe et fragile, notre corps. Absolument. On va se plonger dans ce qu'on pourrait appeler le piratage algorithmique du repos. Parce qu'il se passe un truc fascinant et franchement inquiétant. La Silicon Valley nous vend sans cesse de nouveaux gadgets pour, soi-disant, guérir notre épidémie de fatigue. Mhm. Mais en réalité, on va voir que ces outils aggravent le mal qu'ils prétendent soigner. On va s'appuyer sur des données cliniques, des études économiques de la Rand Corporation et les recherches en neurobiologie du docteur Guy Lechiner. Et ça, c'est le grand paradoxe de notre époque. On observe des individus extrêmement performants qui se mettent à traiter leur propre biologie comme un vulgaire algorithme, en fait. Un algorithme qu'il faudrait optimiser à tout prix. Voilà. Cliniquement, c'est ce qu'on appelle tomber dans le piège de la quantification. On tente d'utiliser des données pour rembourser une dette de sommeil massive. Et ça se retourne contre nous. Totalement. On finit par développer une anxiété redoutable qui détruit, mais littéralement, la capacité du cerveau à se reposer. Bon, décortiquons tout ça. Avant même de comprendre comment nos bagues connectées transforment nos nuits en cauchemars, je voudrais qu'on pose les bases. D'accord. Si je manque de sommeil pendant quelques jours, je me dis juste que je vais être grognon, ouais, et que j'aurai besoin d'un café en plus. Mais selon le docteur Lechiner, c'est pas du tout ça sous le capot, n'est-ce pas, hein? Ah non, pas du tout. On parle vraiment d'un déni de service sur le système nerveux. Le terme déni de service n'est pas exagéré du tout. Pour comprendre l'ampleur des dégâts, il faut regarder le noyau suprachiasmatique. Le noyau supra quoi? Suprachiasmatique, c'est une toute petite structure dans l'hypothalamus de notre cerveau. Considérez-la comme l'horloge mère, en fait, le chef d'orchestre de notre rythme circadien. D'accord, l'horloge principale. C'est ça. C'est elle qui synchronise notre métabolisme avec la lumière du jour. Et pour vous donner une idée de sa puissance, près de 40% de notre génome est sous le contrôle direct ou indirect de cette horloge. Attendez, waouh, 40% de notre ADN réagit à cette petite horloge dans le cerveau. C'est énorme, hein?
Donc quand on reste éveillé à 2 heures du matin devant un écran, on ne fait pas que repousser le sommeil. On dérègle littéralement l'expression de nos gènes. C'est le cœur du problème. La lumière bleue des écrans signale à cette horloge qu'il est midi. Du coup, le système panique. Logique. Et les recherches de Leschleiner montrent que cette désynchronisation provoque un effondrement endocrinien immédiat. C'est pas une lente dégradation sur des années. C'est soudain alors. Dès les premières nuits de restriction, 2 de vos hormones principales entrent en guerre ouverte. La leptine et la gréline. Ah, j'ai déjà entendu ces termes dans des articles sur la nutrition. Mais concrètement, comment ça marche en situation de manque de sommeil? La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Elle est produite par vos cellules graisseuses pour dire au cerveau les réserves sont pleines, tu peux arrêter de chercher à manger. D'accord, c'est le signal stop. Exactement. Mais sous l'effet du manque de sommeil, les voies de signalisation dans l'hypothalamus sont complètement altérées. La production de leptine s'effondre. Le signal de satiété est coupé. Et la gréline, du coup? En même temps, la gréline, qui est l'hormone de la faim sécrétée par l'estomac, monte en flèche, avec des pics anormaux, particulièrement le matin. Pour utiliser une image, c'est comme conduire une voiture sur l'autoroute. Votre réservoir d'essence est plein à craquer, mais la jauge sur le tableau de bord est complètement cassée. Ouais, c'est une super analogie. Elle indique un niveau critique, genre vide. Et pour empirer les choses, le régulateur de vitesse est bloqué à fond. Le corps hurle qu'il va mourir de faim alors qu'il a toutes les calories nécessaires. C'est très juste. Le cerveau perçoit une menace existentielle de famine. Mais l'impact ne s'arrête pas à la simple faim. Il y a un remaniement neurologique majeur pour vous forcer à régler ce faux déficit. Quel genre de remaniement? Votre cortex préfrontal, donc la région derrière le front qui gère le raisonnement logique, le contrôle des impulsions, eh bien son activité chute drastiquement. Donc le frein logique disparaît en fait. Si je vois un paquet de gâteaux, la voix qui me dit « non, tu n'en as pas besoin », elle est sous silence. Pire que ça. Pendant que le frein disparaît, l'accélérateur, lui, s'emballe. L'amygdale et le noyau accumbens, qui sont les centres de la récompense, deviennent hypersensibles. Ah ouais? Au niveau cellulaire, le manque de sommeil modifie même la plasticité des neurones à orexine. Du coup, votre cerveau libère des vagues de dopamine dès qu'il repère des aliments ultra transformés. D'accord, je suis totalement convaincue. Je comprends mieux pourquoi c'est mission impossible de résister à la malbouffe après une nuit blanche. C'est biologique. Mais si on accumule cette dette sur le long terme, je suppose que le corps ne peut pas maintenir ce faux état d'urgence indéfiniment. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Les preuves épidémiologiques sont frappantes. Prenons la Nurses Health Study. C'est l'une des études les plus exhaustives jamais réalisées. Ouais, celle avec les infirmières. Voilà. Plus de 70 000 infirmières suivies sur 18 ans. Les données montrent que les femmes dormant 5 heures ou moins avaient un risque considérablement plus élevé d'obésité clinique que celles dormant 7 heures. Même en mangeant pareil. Même en contrôlant l'apport calorique et l'exercice. Ouais. Le corps, baigné dans des niveaux nocturnes de cortisol très élevés, stocke activement la graisse viscérale. Ça crée une résistance à l'insuline qui mime un prédiabète. C'est un tableau apocalyptique. L'infrastructure biologique s'effondre, le métabolisme déraille. Face à ça, la réaction naturelle d'une personne très performante aujourd'hui, c'est de se dire qu'elle doit reprendre le contrôle. Tout à fait. Et comment ils font? Ils se tournent vers la tech. Ils achètent une bague Oura, un bracelet Whoop, une montre connectée. Et en théorie, plus on a de données sur son sommeil, mieux on peut le corriger, non? C'est en tout cas la promesse marketing de la Silicon Valley. Mais en pratique clinique, c'est souvent l'inverse. L'introduction de ces algorithmes chez des individus déjà fatigués déclenche une nouvelle pathologie. L'orthosomnie, c'est ça? J'ai vu que Rush et Northwestern ont inventé le terme en 2017. Exactement. Ce qui est fascinant ici, en fait, c'est l'ironie de la situation. L'orthosomnie se définit comme une préoccupation obsessionnelle pour l'obtention de métriques de sommeil parfaites. Des métriques dictées par les algorithmes commerciaux, j'imagine? Ça ressemble à l'orthorexie, avec la nourriture. C'est la même racine, oui. Les patients développent une anxiété sévère vis-à-vis de leurs données. Mais attendez, vous êtes en train de dire que les gens perdent le sommeil parce qu'ils s'inquiètent de l'application qui est censée les aider à dormir? C'est absurde. C'est le serpent qui se mord la queue, oui. Le problème fondamental, c'est psychologique. C'est l'externalisation de la conscience corporelle. C'est-à-dire? Depuis des millions d'années, l'humain se lève et sait intuitivement s'il est reposé. Aujourd'hui, l'utilisateur se réveille et, avant même de s'écouter, il regarde son écran pour demander à une machine « Comment dois-je me sentir ce matin ?» On transforme un processus naturel en test de performance. Voilà. Et le cerveau perçoit ce test comme une menace, ce qui induit un état d'hyper-éveil.
Vous essayez de dormir, mais votre cerveau est sur le qui-vive, il attend de générer de bonnes données. C'est là que ça devient vraiment, mais vraiment intéressant. Nos sources mentionnent des études de cas hallucinantes, notamment l'histoire d'une patiente de 27 ans. Ah oui, ce cas clinique est un exemple d'école. Cette jeune femme est arrivée en clinique du sommeil épuisée. Elle était convaincue de souffrir d'une fragmentation sévère de son sommeil. À cause de son application. Absolument. Son diagnostic reposait entièrement sur son Fitbit qui affichait des graphiques erratiques pleins de micro-réveils. Elle était terrifiée. Donc les médecins font leur travail, ils font des vrais tests, non? Bien sûr. Ils l'ont placée en laboratoire pour une polysomnographie, ou PSG. C'est l'étalon or médical. Ça mesure les ondes cérébrales, les mouvements, le rythme cardiaque. Et les résultats? Le verdict était clair. Son architecture de sommeil était impeccable. Un temps de sommeil profond, parfait, aucune fragmentation. Oh waouh, le soulagement total! Elle a dû repartir tellement rassurée. C'est l'inverse qui s'est produit en fait. Face aux données irréfutables des neurologues, elle a rejeté le diagnostic clinique. Pardon? Elle n'y a pas cru? Non. Elle a soutenu que l'algorithme à son poignet était plus fiable que les électrodes sur son crâne. L'obsession pour la machine avait supplanté la réalité médicale. Je trouve ça vertigineux. C'est un vrai lavage de cerveau. On accorde une confiance aveugle à une montre plutôt qu'à notre biologie. Et les cliniques sont inondées de ce profil. Un autre rapport cite un homme de 39 ans avec des statistiques de temps de sommeil trop basses sur son application. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sa solution, c'était de rester allongé et veillé pendant des heures en espérant berner le capteur pour gonfler son score. Mais c'est la recette parfaite pour créer une vraie insomnie, de rester frustré dans son lit. Complètement. Il a fabriqué sa propre insomnie psychophysiologique. C'est tellement courant que des chercheurs ont créé l'échelle BOS, la Bergen Orthosomnia Scale. Et ça mesure quoi, cette échelle? 2 critères. La rigidité, donc le besoin d'obéir au gadget, et l'interférence, qui mesure comment la peur d'un mauvais score ruine la journée de la personne. Et qui est touché par ça? Près de 36% de la population utilisent ces capteurs. Mais les 18 à 35 ans sont 10 fois plus vulnérables. 23% d'entre eux souffrent d'anxiété liée à ces appareils, contre seulement 2,4% chez les plus âgés. Ça m'amène à une question sur la mécanique de cette anxiété. Comment un simple pixel rouge sur un écran, un mauvais score de préparation, peut-il causer des dommages physiques immédiats? La réponse, c'est l'effet nocebo algorithmique. Le nocebo, c'est le jumeau maléfique du placebo. Une attente négative qui engendre des symptômes réels. D'accord. Pouvez-vous nous faire le film de ce qui se passe le matin? Prenez un utilisateur typique. Il se réveille. S'il s'écoutait, il se sentirait reposé. Mais il ouvre l'application, ce qui crée une boucle de récompense aléatoire pour la dopamine, comme tirer le levier d'une machine à sous. Sauf qu'on gagne un score sur 100 pour savoir si on a le droit d'être en forme. Voilà, le score s'affiche, 52 sur 100 en rouge. À la milliseconde où l'œil transmet l'image, l'amygdale intercepte l'information. Le détecteur de menaces. C'est ça, elle lance un signal de détresse à l'hypothalamus qui active l'axe HPA. Je vous arrête une seconde. L'axe HPA, c'est le système de réponse au stress avec les glandes surrénales. Tout à fait. Les surrénales déversent une dose massive d'adrénaline et de cortisol dans le sang. Le rythme cardiaque s'accélère, la pression monte, toute votre vitalité s'évapore, remplacée par une fatigue de stress. C'est comme avoir un thermomètre défectueux. Vous vous sentez bien, il affiche 42 fièvres à cause d'un bug. Et rien qu'en regardant ce chiffre, vous vous mettez à trembler et vous avez vraiment de la fièvre. C'est dingue. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, on assiste à une prophétie autoréalisatrice parfaite à cause du HRV. Le HRV, la variabilité de la fréquence cardiaque. Oui. Les trackers utilisent le HRV pour mesurer la récupération. Or, la décharge de cortisol écrase immédiatement votre HRV. Donc, la montre lit ce nouveau score bas et vous envoie une notification disant que vous êtes épuisé. La technologie crée la maladie qu'elle prétend diagnostiquer. Et le pire, c'est que ces gadgets sont loin d'être infaillibles, non? On stresse pour des fausses données. L'imprécision est colossale. Pour différencier les stades de sommeil, comme le sommeil profond et paradoxal, leurs algorithmes sont souvent aux fraises comparés à une polysomnographie. Et ça nous amène à l'échelle macroscopique, parce qu'on parle de destin individuel, mais quand on multiplie ça par des millions de travailleurs, l'impact devient économique. On a des chiffres là-dessus? Les chiffres de la Rand Corporation donnent le vertige. Si l'on regroupe l'absentéisme et le présentéisme, les États-Unis perdent 411 milliards de dollars par an, soit plus de 2% de leur PIB.
Et au niveau d'une entreprise, Ça coûte entre 1200 et 3100 dollars par employé chaque année. il y a une comparaison dans nos sources qui m'a marqué entre la dette de sommeil et l'intoxication alcoolique. C'est très visuel. Vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, les études montrent qu'un adulte éveillé pendant 17 à 19 heures a un déficit cognitif équivalent à une alcoolémie de 0,05%. Dans beaucoup de pays, c'est la limite légale pour conduire. On perd son permis pour ça. Et après 24 heures d'éveil, ça tombe à 0,10%. La personne est légalement ivre. Or, 69% des employés dorment moins de 7 heures. Donc on a une force de travail qui opère dans un état permanent d'ébriété cognitive. C'est sidérant. Et cela soulève une question importante, justement. Comment glorifier la culture du dépassement tout en ignorant qu'on met aux commandes des cerveaux fonctionnellement ivres? C'est une négligence monumentale. Alors, sachant que notre biologie s'effondre, que les gadgets nous rendent parano, comment on s'en sort? Les experts proposent un protocole de sortie en 4 étapes. On peut parcourir ça? Oui. La première étape, c'est d'instaurer une zone tampon analogique. Pendant les 15 à 30 premières minutes au réveil, aucun écran. Vous faites un scan corporel subjectif. On réapprend à écouter son propre moteur, j'adore. Et pour ceux qui gardent leur montre, La deuxième règle, c'est d'évaluer les métriques uniquement sur une moyenne glissante de 7 jours. Ça élimine la volatilité quotidienne et désamorce la panique du matin. troisième étape, Sam. Le sanctuaire de sommeil. On élimine la lumière, on baisse la température, plus aucune technologie dans la chambre. C'est bien ça? Aucun appareil émettant de la lumière bleue ou des ondes. Pas de téléphone. L'objectif est de supprimer tout déclencheur d'anxiété. Et la dernière étape, Floa, pour la désintoxication? Le week-end à l'aveugle. 2 jours sans porter le capteur. Ce sevrage désactive l'axe HPA et prouve au cerveau que vous pouvez fonctionner sans l'approbation d'une machine. C'est indispensable. Bon, on m'a traversé des zones de turbulence intenses. Le déni de service métabolique, la guerre entre la leptine et la gréline, l'ironie tragique de l'orthosomnie et le coût global de ces cerveaux fonctionnellement ivres. La guérison exige de retrouver confiance en notre organisme. Il a traversé des centaines de milliers d'années d'évolution, il n'a pas besoin d'un algorithme pour savoir qu'il est fatigué. Et ça m'amène à une réflexion finale pour quiconque nous écoute. Si on en est arrivé à externaliser un instinct aussi primaire que le sommeil à une machine, quel sera le prochain chapitre? Quel autre ressenti humain fondamental, comme la faim ou notre capacité à aimer, finirons-nous par déléguer un algorithme? À la prochaine.